député iconoclaste, on va dire, le député qui chante, le député qui marche. On va y revenir, puisque vous avez sorti ce livre en janvier à la rencontre des Français. Et vous êtes le député qui a fait acte de candidature à la candidature. Qui gêne aussi. Et qui gêne peut-être aussi, qui a fait acte de candidature à la candidature pour mener la liste MoDem, UDI, UMP aux prochaines régionales. C'était lors d'une réunion interne à ces différents partis. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous présenter pour mener cette liste? Alors, bonjour d'abord à tous, bonjour aux internautes. J'ai fait acte de candidature parce que Alain Juppé nous avait réunis. Nous étions très nombreux. Je pensais que sortir des fêtes de la Noël, il y aurait peut-être une dizaine de personnes, nous étions beaucoup plus. Il y avait la plupart des maires de grandes villes, il y avait des présidents de conseils généraux, il y avait des conseillers régionaux. Voilà, de toute cette grande région qui comprendra aussi le Limousin et le Poitou-Charentes. Les trois anciennes en une. Et après un tour de table où tout le monde s'est ému à la fois de la région, qu'elle n'était pas bien, qu'elle n'allait pas, etc. J'étais un des derniers à parler puisque Alain Juppé avait lancé un tour de table d'un côté et je me trouvais à l'extrémité de l'autre. Donc tout le monde s'est en plaint de la taille de la région, tout le monde s'est en plaint qu'il allait y avoir des portions de régions très éloignées, forcément, du centre de gravité, qui pourrait être Bordeaux. Et puis, après avoir dit qu'Alain Rousset avait quand même aux dernières européennes, qui étaient une élection de très basse eau pour le Parti socialiste, 8 points d'avance avec tous ses alliés sur l'ensemble du bloc centre-droit. Après avoir dit que c'était très difficile, etc. Bon, moi j'ai dit, écoutez, maintenant la région existe. La région existe, les élections sont prévues. Voilà, elles sont prévues. Il s'agit de savoir si nous voulons que ce soit Alain Rousset qui la préside après avoir présidé l'Aquitaine, ou si nous voulons que ce soit quelqu'un d'autre. Quant au problème de centralisation, bien, on peut contourner éventuellement en prenant un candidat suffisamment excentré pour qu'il ait à présent à l'esprit en permanence cette histoire-là. On peut prendre pour contourner les problèmes de Front National, parce qu'ils ont été très abondamment mis sur la table aussi, quelqu'un de suffisamment singulier pour que les partis eux-mêmes en soient surpris et que l'intéressé en soit surpris. D'accord, donc vous avez surpris tout le monde, y compris Alain Juppé, et vous avez dit, cette personne c'est moi, je pourrais mener cette liste si vous le voulez bien. En disant, j'ai très envie de mener cette liste à une condition, c'est qu'on ne se perde pas en conjoncture. Alain Rousset a déjà été investi il y a 2 jours, il est déjà en campagne, je n'ai envie de participer à aucune primaire, on me connaît maintenant. Pourtant, Jean Lassalle, vous imaginez bien qu'il y aura quand même une candidature UMP face à vous, on peut imaginer une compétition. Comment vous le voyez ? Parce que c'est une candidature à la candidature pour l'instant. Oui, c'est une candidature à la candidature, mais moi j'ai clairement dit ce qu'il en était. On me connaît. Mais est-ce que ça suffit de faire on me connaît? Je vais jusqu'au bout. Non, ça serait très prétentieux. Mais on n'arrête pas de se plaindre. Et alors, qu'est-ce que ça va donner dans 3 semaines dimanche après dimanche, de déplorer la montée inexorable du Front National et de déplorer que 50% de nos concitoyens ne vont déjà plus aux urnes. Alors, soit on continue, soit alors on fait quelque chose. Parce que vous pensez que vous êtes un candidat qui est plus à même de parler à cet électorat, c'est ça? Je ne parle pas qu'à cet électorat. Je crois que nos compatriotes, et je l'ai bien vérifié durant le Tour de France, aspirent à retrouver des hommes politiques qui d'abord les écoutent, qui est le respect de les écouter le temps qu'il faut, et puis ensuite de les remettre en position de citoyenneté pour construire ensemble un projet le plus large possible, pour qu'il ait un véritable socle. Et je crois effectivement être, je ne suis pas le seul, mais être un de ces hommes qui, par son expérience, a la capacité d'abord à donner une identité à cette région, parce que pour commencer, elle n'en a pas. Justement, Jean Lassalle, vous parlez du Front National. L'Union
de la droite et du centre existe déjà, au moins pour les élections départementales, en particulier en Pyrénées-Atlantiques chez vous, donc, et ça rejoint une question de nos internautes. Est-ce que cette union de la droite et du centre, c'est une bonne stratégie pour contrer le Front National qui est en tête des intentions de vote aujourd'hui? Alors d'abord, il faut mettre les choses au point et être très franc avec nos internautes et avec nos lecteurs. Elle existe momentanément. Bien sûr. Il n'est pas dit qu'elle existe 107 ans. Parce que, vous savez, c'est tellement fluctuant. Ça va, ça vient. Et ponctuellement? Donc, ce jour-là, le jour où j'ai parlé, elle existait, puisque tout le monde était autour de la table. Donc, c'est à eux que je me suis adressé. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse? En tout cas, ce n'est pas une mauvaise réponse, parce que chaque fois qu'on se réunit, on est quand même plus fort pour faire entendre les partis démocratiquement reconnus. Enfin, le Front National l'est aussi, d'ailleurs, mais les partis qui sont plutôt à mener, à conduire les affaires et du pays, et des régions, et des départements, enfin, les partis de pouvoir, qui ne manient pas en permanence le rejet de l'autre. Mais vous savez ce qu'on dit un peu à l'UMP, finalement, voilà, est-ce que vous avez cette légitimité? Vous n'êtes peut-être pas le meilleur gestionnaire qui est. Est-ce que vous avez la carrure pour mener cette grande région? Il y aura des candidats potentiels, peut-être. On parle de Dominique Bussereau, etc. Voilà, c'est une question à l'UMP. Qu'est-ce que vous dites à ça? Est-ce que vous pensez que, oui, c'est pas parce que vous n'avez pas géré une très grande collectivité que vous n'êtes pas capable de le faire? C'est des questions qui sont légitimes et qui font partie du débat démocratique et que j'ai voulu poser, mais pas dans 107 ans. J'ai voulu les poser tout de suite. D'accord. Et la réponse a été quoi? Comment ça a été perçu? C'est-à-dire comment on vous a dit quoi? C'est pour l'instant. On n'allait pas ce jour-là tout de suite. Oui. Demander non, mais on vous a pas passé des coups de fil. On vous a pas passé des coups de fil après en disant. J'en ai reçu quelques-uns. Mais je sais. Mais de quel droit décréterait-on que je suis un mauvais gestionnaire? Je ne sais pas. Je le suis depuis 38 ans. J'ai géré ma propre affaire pendant 35 ans avec quand même 10 salariés. Ce n'est pas tous les prétendants qui peuvent en dire autant, sans l'ombre d'un problème dans cet ingénieur. C'était quand même pas simple. J'ai géré ma commune, j'ai été président du Parc national, je gère l'institution patrimoniale du Auvergne et je suis président d'une des rares structures mondiales qui existent. Alors après, ce n'est pas de mon fait si jusqu'à maintenant on m'a plus souvent demandé d'accompagner avec brio ceux qui se présentaient en tête de liste ou en tête de série dans toutes les élections, et si je n'ai pas eu la chance de pouvoir gérer un grand exécutif. Justement. Mais enfin, on n'arrive pas, je crois, à mon âge, sans avoir une petite idée de la manière de gérer. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai déjà engagé un petit travail, parce qu'il va y avoir un sacré travail de gestion, pour le coup, parce que qu'est-ce qu'on fait des 2 hôtels de région qu'on ferme ou qui vont passer quand même au deuxième plan, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, et comment on va gérer. Ça, c'est beaucoup plus préoccupant et peut-être douloureux le moment venu, de tous les personnels qui risquent d'être en doublon ou en triplette. Ça, c'est une sacrée question de gestion. Et là, vous avez déjà réfléchi à ce point-là? Je n'ai pas réfléchi totalement, je me pose la question, parce que ce dont vous me parlez, cette réunion d'Alain Juppé, elle remonte à peine un mois. Donc, je n'ai quand même pas eu le temps, je n'ai pas les votes de 7 lieux pour aller aussi vite. Mais c'est pour vous montrer que je prends cette affaire très au sérieux et que c'est en pleine responsabilité, parce qu'il y a la gestion que nous savons faire, nous les politiques, avec nos petits attachés caisses, tous remplis de chiffres, tous différents, auxquels nos compatriotes ne comprennent rien, mais il y a aussi la véritable vision de la gestion. Quelle région? Pourquoi faire? Quel projet? Et avec qui? Alors et de quelle manière? Jean Lassalle, ça revient à votre livre, à la rencontre des Français. Dans ce livre, vous racontez une scène où, pendant la campagne législative, je crois que vous êtes au Pays Basque, on vous demande, quelqu'un vous dit pourquoi on voterait pour vous. Et là, vous racontez une scène assez étonnante. Vous faites le poirier, vous racontez tout, vous mettez la tête par terre, vous vous levez, etc. Ça fait partie de votre personnalité. On vous connaît pour vos facéties, vous avez chanté à l'Assemblée, etc. Mais pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de faire le poirier devant ces électeurs potentiels? Qu'est-ce que vous avez voulu leur montrer? Ça fait partie de votre personnage. Et au moment où vous briguez, pourquoi pas, une tête de liste pour les régionales. Une tête de liste, Qu'est-ce que... C'est un peu qui, Jean Lassalle, quoi? Pourquoi il est capable, le futur président d'une grande région, pourrait faire le poirier comme ça Un président de région doit pouvoir faire le maximum de choses, surtout en des temps aussi difficiles que ceux qui nous attendent, et au niveau national et au niveau des régions. D'abord, il va falloir faire voter
Ce n'est pas une mince affaire. Alors pourquoi j'avais fait ça? Tout simplement parce que j'avais été au bout de la logique de ce que je pouvais exprimer. Et il y avait, dans le regard de celui qui me posait la question, il faut bien voir où c'était. C'était dans une Ikastola, c'était la fête des 50 ans des Ikastola, qui ne m'appréciait pas tellement parce que je n'avais jamais été un pro-département basque. Et je n'avais pas été, voilà, je le raconte, moi aussi, il faut tout mettre. Ouais, bien sûr, donc, j'ai vu que, venant de croiser une cinquantaine de mains qui s'étaient refusées à moi, je n'étais pas non plus principal, l'invité le plus attendu. Bon, et puis, cet homme qui me regarde au fond des yeux, je vois que c'est un homme qui a une certaine culture, qui manifestement s'y connaît en politique, et il me dit, je ne vous apprécie guère, je vous demande une bonne raison de me... Je dis, mais donnez-moi une bonne raison de me montrer qu'il faut vraiment que je vote pour vous. Bon, j'ai quelques minutes. Je ne vais pas lui faire, hein, voilà, tout ce que j'ai déjà dit. Bon, l'idée m'a semblé qu'il fallait que je lui montre que j'avais la capacité à trouver l'énergie et le courage de faire front dans des temps qui allaient s'annoncer difficiles. Et au Pays Basque y compris. Et comme au Pays Basque, on aime aussi les gens qui ont un certain panache, mais je crois que je l'ai touché au cœur parce qu'il m'a dit, monsieur le député, je crois que j'ai compris. D'accord. Une petite question internaute peut-être. Oui, justement, on va rester sur la région. Et c'est une Solveig, une internaute, qui vous pose cette question. Elle s'étonne que cette réforme territoriale qui va donner naissance à ces futures grandes régions, l'un des arguments clés était celui de faire des économies. Et pourtant, elle remarque qu'on ne supprime pas les différentes strates du millefeuille territorial, millefeuille administratif, pardon. Donc, c'est la question qu'elle vous pose, c'est est-ce qu'on a encore besoin de tout ça, ces intercommunalités, ce conseil général, ces grandes régions? Est-ce qu'il faut tout ça? Je veux répondre très sérieusement et en conscience à notre internaute, madame. Je suis totalement de votre avis. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis tant battu contre la manière dont était conduite cette réforme. Parce que, d'abord, remettons-nous bien, je le rappelle dans mon livre, le président Hollande en a parlé du bout des lèvres. Il n'a pas fait ce qu'avait fait François Mitterrand en 1981. François Mitterrand avait abordé deux sujets terribles pendant sa campagne. Après, bon, il y a eu beaucoup de démagogie, il y a eu beaucoup de désillusions. Il était porteur d'un espoir qui ne s'est pas réalisé, etc. Peu importe, c'est pas du passé. Mais il avait porté l'idée d'abolir la peine de mort, alors que 80% des Français y étaient hostiles. Et il avait porté l'idée d'une véritable décentralisation. Eh bien, il n'a pas passé l'été qui a suivi à se faire photographier, à changer de femme, dans tous les magazines, etc. Il a pris Gastonnet de Marseille, Gaston Defferre, il a dit au travail, avant que les préfets ne se réveillent et que l'opposition ne se réveille, et on fait la décentralisation. Et ils l'ont faite. Et les Français avaient voté pour cela. Tandis que là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a commencé par signer le pacte européen qu'on avait juré, craché, qu'on ne signerait jamais au nom de la finance qui ruinait tout, au prétexte qu'on avait ajouté deux lignes sur la 20 première page que personne n'a jamais lue. Et ensuite, on s'est lancé dans le mariage pour tous, qui nous a pris 4 mois, dans lesquels nous avons touché les profondeurs de la honte en politique, tellement les arguments qui ont été échangés de part et d'autre étaient honteux pour un grand pays comme le nôtre, alors que c'était, ma foi, si facile à faire. Moi, j'ai marié 2 femmes l'été dernier. Quand l'amour est là, bien, ça règle bien des choses, et je n'ai eu aucun problème. Dans mon village, elles ont été accueillies, aucune difficulté. Puis on a attaqué, après avoir parlé pendant 4 mois de mariage, comment je dirais, homosexuel, on a attaqué les mariages par binôme pour réformer les élections départementales. À ce moment-là, je n'avais pas le sentiment que c'était d'une priorité. Nous étions au mois de novembre-décembre, et janvier. C'était une priorité pour mes électeurs qui me demandaient « J'espère que vous êtes en train de redresser le pays. Vous avez vu dans quel état est l'industrie, vous avez vu dans quel état est l'agriculture. Il y a 80% des
des agriculteurs qui vont s'en aller, ils ont 50 ans, il n'y a pas quelqu'un pour reprendre la suite, ni le fils, ni le cousin, ni le neveu. J'espère que vous êtes en train de travailler à des sujets comme ça. Et ils nous découvrent en train de composer et de reparler à tout prix, à toute heure du jour et de la nuit, de couples de nouveau traditionnels pour remplacer les cantons traditionnels, ceux qui avaient le plus besoin d'un conseiller général et à qui on a enlevé, par exemple, le mien, la Vallée d'Aspe. On n'a plus de conseiller général. C'est la raison pour laquelle je ne me suis plus représenté après 33 ans à cette élection, parce que je ne l'ai pas supporté. Et c'est une erreur que nous paierons très cher. Alors, madame, vous avez raison, parce que avant d'arriver aux régions, on va voter pour la première fois en France. Pour la première fois, on invite le peuple français à aller devant les urnes pour voter pour une élection qui n'existe pas. Si on avait... Pour un département dont on ne connaît pas les compétences. Ni les moyens. Ni les moyens. Et s'il s'était trouvé 60 députés pour poser la question devant ce qui reste, du Conseil constitutionnel, voire du Conseil d'État, eh bien cette élection aurait été annulée et les électeurs auraient été invités à venir revoter un peu plus tard, lorsque le texte aurait enfin été voté au Parlement. Il est toujours en discussion. Et concrètement, est-ce qu'il y a trop d'étages, trop d'échelons? J'y viens. Ouais. Ensuite, nous sommes passés au régional et maintenant nous sommes dans les intercommunalités. Les intercommunalités, là aussi, il faut... Bon, le conseil départemental, tout le monde a à peu près compris de quoi il s'agissait. C'est le même nombre de conseillers généraux et si c'est un chiffre impair, 2 de plus, parce que c'est par binôme. Donc on vient d'en dire un mot, ce n'est pas la peine que j'insiste, si ce n'est pour dire bravo et chapeau à ceux qui font campagne, parce que j'en vois beaucoup. Je fais un tour de France actuellement, pas à pied, mais pour aller soutenir des candidats, d'ailleurs, de sensibilités parfois très différentes, parce que c'est à l'homme, à la femme, à ceux qui mènent ce combat que je suis attaché. Mais c'est terrible quand on voit sur les marchés les pauvres candidats avec les mamans de famille ou les groupes qui fait un long détour pour ne surtout pas les croiser et qu'on est obligé de courir après l'électeur potentiel qui, si par bonheur vous tombez dessus, vous dit le reste après que vous l'ayez dit bonjour. J'ai trouvé un mot déplacé. Ouais. On a dit que les candidats étaient mauvais. Ça c'est un constat que vous faites dans ce livre, un constat de défiance. Ouais. C'est la vision que vous avez après votre marche du peuple français. C'est assez pessimiste, c'est terrible. Hein. Vous parlez de colère, de frustration, de résignation. Oui. Mais ça continue. Hein. Et ça continue. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front National va gagner? Alors, le Front National, si vous voulez, le Front National, je voulais simplement terminer, mais ensuite... Oui, allez-y. Oui, ensuite, il y a les intercommunalités, alors que nos concitoyens hurlent proximité, occupe-toi de moi. Oui. Il n'y a plus personne pour t'occuper de moi. Peut-être même que vous allez faire disparaître les maires, c'est ceux en qui on avait le plus confiance, parce que ce n'est pas du tout dit qu'ils survivent au mandat qu'ils sont en train de vivre. On leur enlève toutes les compétences. Vous voulez garder tous les élus de proximité? Non, moi, c'est pas ça que je vous dis, ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu de simplifier, on a compliqué. Ouais. Il va y avoir encore plus de monde. Et au lieu, comme avait dit François Mitterrand, la France est un pays exceptionnel qui a trouvé le moyen de faire administrer son immense territoire par 1 million de bénévoles. Parce que les conseillers municipaux, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien. Il n'y a que le maire et les adjoints. Et dans un autre temps, il y en a 1 million derrière pour les remplacer si le premier million s'avérait inopérant parce qu'ils sont prêts à se faire couper la tête pour un chemin de terre ou un chemin creux, l'entretien d'un chemin creux. Donc par qui vont-ils être remplacés? Par des jeunes gens mal payés qui seront dans les capitales de ces nouvelles interrégions immenses, à la tête des chefs-lieux des départements, des régions, et qui remplaceront ceux qui sont élus au suffrage universel. Donc on va multiplier le coût par je ne sais combien. Je suis en train de le faire évaluer. Pas d'économie à attendre de ça. Aucune économie. Non, aucune économie. Et ce qui est pire, c'est que cette réforme doit être conduite. Mais encore une fois, il faut l'annoncer
à l'occasion d'une campagne présidentielle, et il faut le faire dans la foulée, après avoir clairement exprimé à la France qu'on voulait faire et pas changer d'avis tous les 8 jours. Pour revenir sur ce que vous dites là-dessus, ça fera le lien avec le livre, vous racontez aussi une scène, et ça montre aussi un peu la fracture que l'on vit en ce moment, et qui peut expliquer un peu ce vote Front National, ou en tout cas ses intentions de vote. Vous racontez, quand vous marchez, un haut fonctionnaire vous appelle, qui est responsable des fonds européens, et qui vous dit clairement, est-ce que tu n'en as pas marre de pleurer à ces pleurnichards de Français, la France est devenue un pays de feignants, et là vous lui opposez plusieurs arguments, mais le discours avec ce haut fonctionnaire est celui-ci: les Français sont des pleurnichards et des feignants. Et vous dites c'est le pays qui pleure, je crois. Merci de m'avoir lu, parce que j'apprécie beaucoup qu'on me pose des questions, que je vois que c'est quelqu'un qui l'a lu. En fait, en faisant court, c'est moi qui avais appelé, parce que je trouve sur le trottoir le maire qui se présente à moi comme un maire d'une commune de 10 000 habitants, pas tout à fait rien, et qui me présente un chef d'entreprise qui a les yeux jusqu'ici tellement il ne dort pas. Il a mis au point un produit qui se vend très très bien, surtout dans les pays de l'Est, mais il a eu un contrôle fiscal, et suite à ce contrôle fiscal, on a remarqué qu'il avait reçu, un peu par anticipation, l'ensemble du crédit européen qui aurait dû lui être versé par tranche. Donc il pensait que tout ça allait disparaître, mais ça n'a pas disparu du dossier, et on a commencé par lui demander de rembourser tout ce qu'il avait reçu, mais ensuite avec une amende 3 fois plus que ce qu'il avait reçu, on l'a rayé de ceux qui pouvaient concourir dans des appels d'offres européens, donc toute sa clientèle tombait à l'eau, et il était perdu, 150 salariés, et il pouvait en embaucher au moins 100 de plus. C'est pour ça qu'il venait me voir. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de trouver le préfet qui a fait le versement. Il avait changé de département. Je le trouve sur le trottoir. Je l'ai au bout du fil. Ah, il me reconnaît, puis je lui dis, voilà, je ne veux pas perdre de temps, mais voilà cette affaire. Ah, mais je me souviens très bien, on avait reçu une reçue C, c'est comme ça qu'on parle dans le jargon, de crédit. Et je me suis dit, bon, on va en faire bénéficier tout de suite plutôt que de thésauriser, ça ne sert à rien. J'ai versé aux 2 ou 3 porteurs de dossier la totalité de l'argent. J'ai dit, mais vous voyez, aujourd'hui, il ne peut plus concourir, on lui fait rembourser, et en plus, il a une amende terrible, il va plonger. C'est un des rares entrepreneurs français que je rencontre qui a un carnet de commandes. Il me dit, bon, mais écoutez, quand un préfet quitte le département, il ne peut plus rien, voyez plutôt du côté de Bercy, si vous ne pouvez pas arranger ça, ou du ministère de l'Agriculture qui s'occupe du versement. Et c'est là que je tombe sur ce haut fonctionnaire, avec ce qu'il me dit, mais je vous aime bien, mais je ne comprends pas que vous soyez à écouter tous ces pleurnichards. Je n'apprécie pas du tout, parce que... Quelle conclusion vous en tirez? Est-ce que ça fait partie des fractures qui minent cette société, ou c'est une péripétie? 2 Français, parce que vous dites, face à face, qui ne se connaissent pas, qui vivent les mêmes émotions, qui ont le même désir de tirer la France du pétrin. Et l'un veut créer une entreprise, et l'autre veut le punir parce qu'il est persuadé que c'est à cause de tricheurs comme lui que tout se fait. Parce que vous dites, à un moment, vous dites dans le livre, la situation est grave, ça va péter, c'est quelque chose qui revient. Vous exagérez pas un peu sur la situation? Vous le savez vous pensez qu'on en est là? Vous êtes journaliste. Oui. Bon, certes, dans une région qui est une des régions qui se porte encore le mieux de notre pays. Je peux le constater. Il y en a quelques autres. Et une région qui a conservé une identité profonde. C'est grâce à qui? Grâce à Alain Rousset? Je ne suis pas certain, mais je vous laisse le soin non, c'est une question que je vous pose. De le vérifier. Non, je ne pense pas qu'Alain Rousset, qui a eu des succès, mais je ne pense pas qu'Alain Rousset ait quand même créé l'esprit aquitain, qu'il ait créé l'esprit pyrénéen et l'esprit atlantique auquel nous sommes si attachés. L'Aquitaine a quand même quelques pages d'histoire avant que le grand Alain Rousset, par bonheur, ne parvienne chez nous, après avoir quitté un territoire en perdition, un peu comme se trouvait le mien. Sauf que moi, je me suis attaqué à essayer de restaurer le mien, la vallée d'Aspe, tandis que lui, il l'a quitté. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire. Jean Lassalle, le temps passe. Une dernière question. Oui, juste une dernière question. J'ai une ou deux réponses, par contre.
Alors il faut que je me ménage. Oui, une ou deux réponses. Non, mais on va revenir sur le livre, et vous avez parlé beaucoup pendant cet entretien de la campagne présidentielle. On sait que vous avez accompagné François Bayrou. Et vous racontez dans ce livre une de vos fractures avec lui lorsqu'il annonce pendant la campagne présidentielle qu'il votera à titre personnel pour François Hollande. Et là, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous racontez cette scène. Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette fracture, et en tout cas de cette divergence profonde qui vous a animés tous les deux? On est presque 3 ans plus tard maintenant. C'est toujours un débat de discussion entre vous? C'est toujours une erreur de sa part? Comment vous le sentez? Nous en avons beaucoup parlé dans les jours qui ont suivi. Sur le coup, je l'ai très mal vécu parce que nous venions de faire une campagne où nous avions dit surtout pas Sarkozy, surtout pas Hollande. Et moi, j'étais partisan de dire le soir du premier tour, bien, nous n'avons pas été malheureusement retenus. Nous laissons libre vote, liberté de vote à nos électeurs. C'était le nini avant l'heure, ça. Vous preniez une sorte de nini avant l'heure. C'était mon point de vue. Puisqu'on avait dit que ni les uns ni les autres. Et ça, que nous venions de conduire 15 ans vraiment de combat pour montrer que nous avions suffisamment d'indépendance et de force pour constituer une grande force centrale autour de nous. Et là, au dernier moment, à titre personnel, mais j'ai senti pendant toute la journée, je le décris, ce serait le cas, il appelle à voter François Hollande. Bon, moi j'ai appelé le contraire, on a parlé. Alors cet épisode est connu maintenant, ce n'est pas ça qui a créé quoi que ce soit entre François Bayrou et moi. François Bayrou, il est maire de Pau, il est devenu maire de Pau, ce qui est exceptionnel quand même dans une carrière. Bon, et il y est très attaché. La seule question qui se pose à lui, et qui peut se poser à lui, c'est de savoir, il s'est beaucoup engagé auprès des Palois, s'il peut ou pas un jour briguer l'Élysée, d'autant que pour l'instant, il soutient, je l'ai encore entendu ce matin, Alain Juppé. Voilà. C'est un choix, un choix qui vous va? Des hommes qui vont quand qui me va. Bon, ça fait partie des sujets dont nous parlerons à l'avenir, mais une amitié de 40 ans, en politique, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'équivalent. Deux hommes qui sont restés... Jamais dépassé 30 ans, il paraît. Vous, c'est 40 ans. Oui, c'est 40 ans. Ouais. Et il y a eu des débats. Nous avons des débats, là, vous venez d'en citer un. Il y en a certainement d'autres. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de candidat centriste à la présidentielle? Ça peut être une question, mais je pense qu'on peut très bien en parler, François Bayrou et moi, comme nous l'avons fait dans le passé. Jean Lassalle, on va être obligé de se quitter là-dessus. Alors avec vous, tout finit en chanson. Votre livre aussi, au moment de prendre congé, je vous lis, à la rencontre des Français. Est-ce que je cherche avant que vous me lisiez? Oui. Je voulais dire une chose. Allez-y. Parce qu'elle n'est dite nulle très part. Rapidement. Et oui, et ça intéresse aussi ceux qui pensent que je ne suis pas gestionnaire et que je ne me vois pas que je ne projette pas. Je me réjouis de la vente de 26 Rafales. Excusez-moi, parce que là, aux internautes, ils vont avoir de quoi dire. Mais on le vend aux Égyptiens, dans un contexte qui est quand même, pour le moins, incertain. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mois, il y a un an, ils ont failli changer de cap. Moi, j'ai simplement une question. Est-ce que, par malheur, un jour, ces Rafales ne tireront pas sur nos soldats? Et est-ce qu'on n'aura pas à gérer la pénible situation que doit gérer le président Hollande avec les deux cuirassés commandés par la Russie et que nous pourrons Donc vous ne l'auriez pas fait? Il y a le travail, il y a les 3600 salariés. Mais il y a aussi une question existentielle pour une région qui vit de la vente d'armes. J'espère que nous aurons ces débats parce que c'est l'absence de débats de ce type qui font grimper, entre autres, le Front National. Il faut aller au bout des choses. Excusez-moi, peut-être, ce n'est pas très politiquement adapté à la situation, mais moi... En tout cas, vous avez des réserves sur cette vente. C'est l'emploi ou l'éthique? Il faut choisir. Oui, d'ailleurs, je le dis, un peu avant ce beau passage, vous allez lire, j'ai dit, combien de temps allons-nous continuer à vendre des armes à ceux qui nous tirent dessus? Parce que pour moi, ce n'est pas rien. Excusez-moi d'avoir un petit peu insisté pour pas de problème. Jean Lassalle, donc, au moment de prendre congé, la merveilleuse mélodie de Charles Trenet me revient à l'oreille, Douce France. Et je vous propose, puisque vous êtes un chanteur émérite, que peut-être vous nous le chantiez. Douce France, non? L'artiste ne refait jamais deux fois le même numéro.
j'ai chanté à Cœur Montagne parce que c'est... Juste 12 francs, vous l'avez jamais fait celle-là? Oui, mais non, mais je ne la ferai Non, pas. je ne vais même pas la chantonner. Douce France, cher pays de mon enfance, tout le monde connaît. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Merci beaucoup. J'y ajoute un petit commentaire, Oui. parce que j'ai trouvé aussi dans cette marche des yeux emplis d'espoir, mais ils ne savent pas dans quel horizon, ni dans quel futur ils vont le retrouver. On va rester sur ce message d'espoir. Merci beaucoup Jean Lassalle, merci Jefferson Desportes. Merci Jean Voilà, Lassalle. on se quitte. À très bientôt dans le Sud au Sud-Ouest.